Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast, et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Aymeric de Pontbriand, CEO et cofondateur de Scortex, start-up qui permet aux industriels de digitaliser leur contrôle qualité. Aymeric revient avec nous sur son parcours, qu'il a notamment d'un diplôme de physicien à créer Scortex. Venant d'une famille marquée par l'entrepreneuriat féminin, de sa grand-mère à sa mère, Aymeric nous explique comment sa famille l'a poussé à faire beaucoup de stages afin de s'imprégner de multiples environnements de travail qui l'ont amené à trouver l'idée originale de Scortex. Un dialogue passionnant qui nous fait grand plaisir de vous transmettre. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aymeric de Pontbriand, fondateur et CEO de Scortex. Bonjour Aymeric. Bonjour Xavier. Merci de prendre un peu de temps pour échanger avec nous aujourd'hui. La première question que j'aimerais te poser, Aymeric, c'est le fameux pitch. Est-ce que tu pourrais nous présenter Scortex en quelques mots, qui vous êtes, ce que vous faites ? Oui, tout à fait. Donc la mission de Scortex, c'est d'aider les industriels à prendre le contrôle de leur qualité. Et on fournit une solution complète qui va digitaliser donc le contrôle qualité. Elle permet une automatisation intelligente des inspections visuelles, donc des tâches vraiment de contrôle qu'on voit sur beaucoup de lignes de production. Et de l'autre côté, elle va permettre de fournir une analyse temps réel de la qualité. Le cœur de notre solution, c'est une technologie de deep learning sur laquelle on a beaucoup travaillé ces dernières années pour l'industrialiser et être capable de le déployer sur une ligne de production. Vous avez été créé quand, Scortex ? Scortex a 5 ans. Et vous êtes combien d'employés ? On est 35. Ah, d'accord. C'est plus vraiment une start-up, alors si, toujours, mais... Si. J'espère qu'on a encore beaucoup à croire et on a pas mal d'ambition. Hein. Ok, on en reparlera plus en détail tout à l'heure. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est parler un peu de toi, Aymeric. Qui tu es, d'où tu viens, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené du coup à créer Scortex il y a 5 ans maintenant ? Alors, d'un point de vue académique, je suis plutôt technique. À la base, je suis physicien. Donc, j'ai fait de la physique fondamentale et de la physique appliquée à la métrologie, qui est la science des capteurs. Après, d'un background, je viens d'un milieu assez entrepreneurial. Dans ma famille, toutes les femmes sont entrepreneurs. Mes sœurs, ma mère, ma grand-mère ont toutes géré ou créé des business. Donc ça m'a pas mal influencé. Et après, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont beaucoup poussé à faire beaucoup de stages très jeunes, à partir de le premier moment où c'était légal de faire des stages tous les étés, toutes les vacances, j'allais redécouvrir une entreprise, ce qui m'a permis de voir beaucoup d'environnements de travail différents, beaucoup de parcours, beaucoup de milieux très différents. Je fais un stage à l'Opéra de Lyon, dans une assurance, dans le conseil, dans le bâtiment, dans l'industrie, et ça m'a permis du coup de comprendre comment est-ce qu'on crée un environnement de travail qui motive les gens, et que j'avais très envie de créer le mien d'un côté, et de l'autre, en finissant mes études, je suis passé chez Safran, où j'étais physicien dans le domaine, dans la R&D, et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une grosse opportunité d'amener une technologie qui m'intéressait beaucoup, qui est le machine learning et plus spécifiquement le deep learning, au service de l'industrie manufacturière, qui est quelque chose qui me passionne. C'est un monde pas très connu du grand public, mais où il y a tellement de choses à faire et qui est hyper important pour notre société, puisque ça produit tout ce qu'on utilise et ce qu'on mange. Est-ce que tu peux, pour les gens qui ne sont pas forcément au courant, dire en quelques mots ce qu'est le machine learning ou deep learning avec un peu de manière pédagogique pour tout le monde? Oui, tout à fait. Ces termes qui peuvent paraître un peu abscons pour certains. Donc le machine learning, c'est une famille d'algorithmes sous forme chez nous de logiciels qui vont apprendre à partir de la donnée. Donc concrètement, nous on utilise donc de la vision des caméras, donc des images, c'est la source de données qu'on utilise, et on va apprendre à notre système à reconnaître ce qui est typiquement un produit conforme et un produit non conforme. Donc on va lui montrer des exemples, par exemple d'un rouge à lèvres qui est parfait et d'autres rouges à lèvres qui ont des défauts qui feront que la pièce doit être sortie d'un flux de production et ne peut pas être livrée au client final. Et à partir de ça, la force de ce logiciel et de l'intérêt de ces algorithmes, c'est qu'ils vont apprendre petit à petit à reconnaître les défauts qu'on leur montre. Et comme on forme un opérateur, comme on apprend à un enfant à partir d'exemples, c'est une catégorie de logiciels qui sont capables d'apprendre à partir d'exemples. Et du coup, est-ce que ça veut dire que c'est comme une gigantesque base de données où tu vas mettre tous les défauts possibles imaginables et après
la machine sera capable de les reconnaître automatiquement, ou est-ce que la machine va apprendre et après sera capable par elle-même de reconnaître des défauts qu'on n'aura pas forcément donnés dès le départ? Donc là, c'est entre les deux, c'est-à-dire que il y a plusieurs classes d'algorithmes de machine learning qui peuvent être utilisés pour faire du contrôle qualité. Il y a la classe la plus que j'évoquais avant, où on montre des exemples bons et des exemples mauvais. C'est ce qu'on appelle des algorithmes supervisés, où on va vraiment décrire ce qu'il faut voir comme défaut. Et donc là, la machine va tendance à reconnaître ce qu'elle a pu voir, ce qu'on lui a appris. Et elle va pas forcément être capable de dire « je ne sais pas ». Mais après, il y a d'autres classes d'algorithmes qu'on appelle non supervisés, ou parfois semi-supervisés, qui vont permettre à un système d'apprendre ce qui est un bon produit, d'apprendre à partir que d'exemples bons. Et donc là, de dire, par exemple, là, je trouve qu'il y a une anomalie, c'est pas normal, il ne devrait pas y avoir ça, et donc de lever une alerte. Et le savoir-faire qu'on a cherché à développer chez Scoretex, c'est d'arriver à combiner ces différentes solutions pour faire un produit utile pour l'industriel, pour lui permettre de vraiment avoir une solution qualité qui est robuste et qui répond à ses enjeux industriels. Mais si je reviens un peu sur ton parcours, du coup, tu disais que à la base, t'es physicien, donc tu as quoi? T'as un master ou un doctorat, c'est ça? Un master, oui, tout à fait. Un master. Et tu disais donc que dans ta famille, c'était beaucoup de fibres entrepreneuriales. Est-ce que tu parlais de ta mère, de tes sœurs, de ta grand-mère, si j'ai bonne mémoire? Est-ce qu'elles avaient entrepris dans l'industrie ou dans des secteurs totalement différents? Pas du tout. Je viens d'une famille de viticulteurs, donc on a une exploitation agricole. Ma sœur est dans la philanthropie. Mon autre sœur était dans les médias et la production audiovisuelle. Donc non, assez divers. Je suis un peu le geek de la famille et le seul qui est vraiment rentré dans l'industrie. Mon grand-père était ingénieur chez Saint-Gobain, mais c'était il y a un bout de temps. Je sais pas, c'est une passion qui vient d'assez lointaine. Je pense que c'est d'avoir passé pas mal de temps quand j'étais petit à la Villette, qui est la cité des sciences et de l'industrie, qui m'a pas mal marqué. Et j'ai toujours bien aimé comprendre comment les choses fonctionnaient. Donc j'ai beaucoup démonté les objets et les machines autour de moi. Ma chambre, quand j'étais petit, c'était un peu la caverne d'Ali Baba. Je récupérais tout ce que je pouvais trouver comme machine pour les démonter. Donc des vieux ordis, des imprimantes, téléphones, télévision, tout ce que je pouvais démonter, je cherchais à le démonter pour comprendre comment ça fonctionnait. Et du coup, donc tu disais que c'est comme ça que tu as un peu découvert l'industrie, et après, tu as eu ton premier emploi chez Safran, si je me trompe pas. C'était mon stage de fin d'études. Ton stage de fin d'études, d'accord. Ouais. Donc, en fait, t'as pas vraiment eu d'expérience de salarié, c'est ça? T'as déjà monté ta... Effectivement. Je me suis pas beaucoup posé de questions. C'était assez naturel pour moi d'aller créer mon entreprise parce que d'une part, j'avais envie de créer l'environnement professionnel qui me plaît, et puis en plus, je voyais assez clairement, je voyais que j'avais des idées de produits et de choses que je voulais créer. Et il y a eu pas mal que j'avais exploré. Pendant mon master, j'avais créé une plateforme de domotique. Alors sur les applications et l'industrie, c'est pas forcément la même chose. Mais par contre, sur les technologies, il y avait pas mal de parallèles, puisque la domotique, c'est juste une solution qui permet de collecter de la donnée et d'interagir avec cette donnée. Ce qui est assez proche de ce qu'on fait aujourd'hui pour servir nos clients sur le contrôle qualité. Et d'où t'es venue l'idée justement du contrôle qualité? Est-ce que c'est pendant tes études? Lorsque tu étais chez Safran, comment tu as eu le déclic de dire je vais développer ça et je vais en faire un business? Donc, je pense qu'on a fait le chemin que tous les bouquins d'entrepreneuriat disent de pas faire. On est parti de la technologie, mais par contre, je suis allé après explorer beaucoup de marchés. Et un jour, je me suis pris vraiment une claque. La première fois que je suis rentré dans une usine qui était d'un gros sous-traitant automobile français, qui fait des pièces plastiques d'intérieur pour les tableaux de bord. Donc c'est des usines, faut savoir que c'est des usines qui tournent 24 heures sur 24, 6 à 7 jours sur 7, qui donc font des pièces plastiques qui vont d'abord être injectées, puis peintes, et elles sont contrôlées unitairement par un opérateur, généralement une opératrice d'ailleurs, pour savoir si elles sont conformes, s'il n'y a pas de défaut. Et la première fois que je suis dans cette usine, il y avait des montagnes de pièces défectueuses à côté de la ligne de production, avec le même défaut. Et les opérateurs qui continuent à inspecter et sortir des pièces avec ce même défaut. Donc, il y avait pas mal de choses qui m'ont choqué là. Déjà, savoir qu'en fait, chacune des pièces d'un tableau de bord était inspectée unitairement par des personnes qui travaillent au 3/8, donc de jour comme de nuit. Déjà, c'est une tâche quand même qui est extrêmement pénible et difficile. On fait ces personnes qui font ça 7 heures par jour. Et d'autre part que du coup, c'était d'une efficacité assez extraordinaire puisque ces pièces-là, donc la plupart ne pourraient pas être recyclées, puisqu'elles ont été injectées puis peintes, et il y en avait tellement qu'on ne pourrait pas les reprendre, faire ce qu'on appelle du rework, pour pouvoir les remettre dans le circuit de production. Donc ça allait être broyé et jeté.
Donc il y avait pas mal de problèmes assez intéressants sur lesquels on pouvait travailler. D'une part, l'intérêt d'automatiser pour l'industriel, mais aussi pour éviter d'avoir un job ces personnes qui est vraiment pénible, sans doute le plus horrible qu'on puisse avoir dans une usine aujourd'hui. Et d'autre part, il y avait un usage des ressources qui est quand même extrêmement mauvais, et d'autant plus une thématique qui est du moment, mais qui me touche depuis assez longtemps, de se dire comment est-ce qu'on utilise mieux nos ressources et d'utiliser mes compétences technologiques pour arriver à faire cela. Donc c'est à ce moment-là que ça a vraiment été un déclic de se dire c'est un marché gigantesque. En plus je creusais, plus je voyais que ce soit dans l'automobile, la cosmétique, les biens de consommation, l'industrie pharma, il y a du contrôle qualité partout, il est nécessaire, il est important, et il y a un enjeu d'automatisation et aussi un enjeu d'excellence opérationnelle, de mieux comprendre comment est-ce qu'on peut sortir des insights, de la donnée, par ces contrôles, pour mieux produire. Et du coup, une fois que tu as fait ce constat, tu t'es dit, bon, je me lance. Est-ce que tu t'es lancé tout seul? Je suppose que tu as dû construire un algorithme. Combien de temps ça t'a pris avant de pouvoir avoir un algorithme qui tient la route et d'aller voir? Est-ce que tu l'as testé auprès de prospects? Enfin, comment t'as fait en fait pour démarrer? Ouais, j'ai 3 autres cofondateurs, 2 qui sont techniques et un plutôt profil commercial, marketing. J'ai rencontré certains par hasard. Enfin, ça a commencé en gros dans l'écosystème entrepreneurial de mon université. Puis après, un peu des rencontres assez par chance dans les meet-up. Enfin, les chances, faut la créer, mais c'était vraiment, il y a eu pas mal de chances dans ces différentes rencontres. Et on s'est mis à travailler sur la solution et à vouloir construire les premiers prototypes. Donc, le tout premier prototype qu'on a créé, c'était sur système de classification de déchets pour justement être capable de trier ce qui va dans les différentes poubelles, entre du plastique, du papier, du métal, etc., etc. Ça, c'était la toute première capacité qu'on voulait montrer de faire un algorithme qui peut être utilisé dans un environnement industriel. Et puis après, on est allé chercher effectivement nos premiers clients, qui en l'occurrence était cette industrie de l'automobile sur ces pièces plastiques. Et on a vu que ça a attiré l'attention même assez haut dans leur direction, puisqu'on avait le directeur manufacturing qui était venu voir le démonstrateur qu'on avait fait pour eux. Et pour nous, c'était quand même un déclic assez important de voir comment est-ce qu'on pouvait aider à cette automatisation et dans l'excellence opérationnelle à travers notre savoir-faire sur d'un côté la donnée et les algorithmes d'intelligence artificielle. Donc ça, c'était en 2016, c'est ça? Enfin, 2015-2016. Ouais, tout à fait. Et après, donc, d'après ce que tu dis, votre premier marché, c'était l'automobile. Est-ce qu'après, vous vous êtes développé dans d'autres secteurs d'activité? Enfin, quels sont vos principaux secteurs d'activité à ce jour? Aujourd'hui, on travaille dans justement l'automobile, la cosmétique, tout ce qui est électroménager. Donc, tout ce qui va être les fours, les typiquement, les façades de machines à laver, c'est inspectée manuellement par quelqu'un pour savoir si elle est pas rayée. Et la question que je me posais par rapport à la technologie, c'est quand tu dis tu compares 2 images, est-ce que c'est des relevés de points sur les images qui permettent de différencier après les couleurs, etc. Alors c'est vraiment, c'est pas de la comparaison d'images, et c'est un peu la différence avec peut-être des technologies historiques, c'est vraiment un apprentissage de qu'est-ce qu'un défaut ou qu'est-ce qu'une anomalie. Et donc c'est le système qui va apprendre à reconnaître ce qui fait un défaut, comme nous, on apprend à reconnaître des objets, on apprend à reconnaître une anomalie si on fait du contrôle qualité. Là, c'est vraiment le but, c'est de reconnaître qu'est-ce qui pourrait faire un défaut. Et l'intérêt d'apprendre, c'est de se dire que le défaut, il peut avoir des formes différentes, il peut être à différents endroits sur le produit. Il faut être capable d'aller reconnaître ces différents éléments, d'une part, et d'autre part, après, il faut appliquer les bons critères qualité. Et donc là, il y a tout l'enjeu de faire rentrer le savoir-faire du métier et les besoins du métier au regard de la technologie qui est appliquée. Parce que ça a l'air d'être une technologie, quand tu en parles comme ça, qui a l'air vraiment très bien à la fois pour le bien-être de l'employé, puis aussi pour l'entreprise en termes de profitabilité, d'efficacité, etc. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines entreprises ne sautent pas encore le pas et restent avec du contrôle qualité manuelle? Alors, effectivement, sur le retour sur investissement, notre métrique, c'est regarder le coût de la qualité pour un industriel. Le coût de la qualité, ça va être le coût du système qu'on met en place pour faire des bons produits. Quel est le coût de ma bonne qualité? Tout le système qualité qu'on peut retrouver chez beaucoup d'industriels, de payer des équipes, d'avoir des équipements pour faire de la mesure, du suivi, pilotage de la qualité. Et puis après, il y a tout l'autre aspect qui est le coût de la mauvaise qualité. Qu'est-ce qui se passe quand je crée des produits défectueux? Comment je les gère? Quel est l'impact pour mon entreprise? Que ça soit en interne, justement de détecter ces produits défectueux, de les sortir du flux, de les gérer, jusqu'aux problématiques de quand je livre, que ce soit une mauvaise pièce dans l'automobile ou dans l'électroménager, quel est l'impact sur mon business?
et ça peut être très grave pour un industriel, puisqu'il y en a qui peuvent fermer quasiment pour des problématiques qualité. Donc il y a un vrai enjeu. Maintenant, il y a le challenge pour un industriel, c'est que c'est souvent des pompiers. Ils ont beaucoup de problèmes à gérer. Si on regarde aujourd'hui, on est en octobre 2021, il y a la pénurie de semi-conducteurs qui fait que la plupart des usines automobiles ont diminué leur capacité d'au moins 20%. Certaines ferment. Il y a une pénurie des matières premières, des matières plastiques par exemple, qui est un marché sur lequel on est bien positionné. Où certains industriels vont même plus pouvoir produire parce qu'ils n'ont pas la matière nécessaire. Donc ça, c'est les enjeux du moment, et puis il y a des enjeux plus long terme de comment est-ce qu'on fait une roadmap de digitalisation quand on est un grand industriel ou même un industriel de moyenne taille. C'est des connaissances très nouvelles à aborder avec beaucoup de savoir-faire divers qu'il faut savoir mêler ensemble. Ça va être d'un côté des technologies de pointe, savoir comprendre ce que c'est que la data science, comprendre ce que c'est que l'utilisation d'algorithmes, de machine learning, d'avoir une infrastructure cloud, et de l'autre côté, de garder son savoir-faire métier, la maîtrise de ses process, la maîtrise de son produit, la relation avec ses clients, et d'aller faire les bons choix technologiques et les faire rentrer dans son outil de production, dans ses process, dans son savoir-faire. Donc il y a beaucoup d'enjeux à la fois sur la compréhension technologique, la gestion de la transformation et de la roadmap de transformation, et la gestion humaine de comment est-ce qu'on accompagne les personnes qui font les entreprises dans l'adoption de ces technologies, s'assurer qu'elles y voient la valeur et qu'elles puissent en bénéficier et en tirer le maximum de valeur. C'est ce dernier point-là qui me paraît vraiment intéressant, c'est toute une notion de change management, etc. Ouais. Comment vous accompagnez? Je suppose que quand vous arrivez voir un industriel qui toute sa vie a fait du contrôle qualité manuel, lui expliquer qu'on peut l'automatiser avec du machine learning, avec des caméras, etc. Ça va être un peu compliqué, non, au début de le convaincre. Comment vous réussissez à les convaincre que ça fonctionne et que c'est fiable, etc. On a la chance généralement on parle à une population d'ingénieurs. Ils ont la volonté généralement d'automatiser. Le besoin sur l'automatisation est là. Après, il y a effectivement un enjeu sur convaincre que notre technologie, notre produit est différent par rapport à ce qui peut être vu dans le passé et pourquoi est-ce que ça performe mieux. Et dans ce cas-là, c'est vraiment un sujet clé sur sur la gestion du cycle de vente et la gestion du déploiement. Donc c'est comprendre comment est-ce qu'on fait une preuve de valeur le plus rapidement possible. Et pour ça, on a diverses stratégies. Il y en a qui sont relativement simples, c'est faire un démonstrateur dans notre lab, dans nos locaux, où on va pouvoir rapidement mettre en place un système qui va détecter sur quelques pièces et prouver qu'on est capable de faire des images et de montrer et détecter certains défauts sur des pièces. Puis après, ça va être un pilote industriel. Donc là, c'est implémenter directement la solution sur la ligne de production dans un environnement avec toutes les contraintes de production, qui puisse comprendre comment le système se comporte et après convertir en production une fois qu'on a pu montrer que les performances étaient bonnes. Ce qui est intéressant chez nous, c'est que généralement, le challenge principal, c'est pas tellement d'avoir les bonnes performances, c'est que l'industriel comprenne les performances qu'il a et donc celle qui va faire apprendre à la machine. Puisque notre système est apprenant, il va apprendre ce que les opérateurs, ce que les ingénieurs qualité ou de production lui montrent. Et on se rend compte que là, en anglais, on dit garbage in, garbage out. Si les inputs, les exemples qui sont montrés ne sont pas consistants, ne vont pas forcément refléter les besoins industriels, le système ne va pas forcément bien performer. Donc là, il y a tout un enjeu à faire comprendre à l'industriel qui a le contrôle sur cette machine, mais en même temps, c'est une nouvelle technologie, c'est une nouvelle manière de fonctionner, et donc c'est les accompagner dans cette transformation et de comprendre que aujourd'hui, un système de vision industrielle qui utilise des technologies d'intelligence artificielle, ils auront la main dessus par le fait que ce soit eux qui vont impacter les performances du système. Et ça, c'est un gros changement par rapport aux solutions historiques. Justement, je me demandais aussi, donc tu parles des secteurs dans lesquels vous êtes en ce moment, là, donc l'électroménager, l'automobile, etc., la cosmétique. Est-ce que c'est une technologie qui est adaptable à tous les secteurs dans le manufacturier, ou est-ce qu'il y a des secteurs qui te paraissent très compliqués pour l'instant à automatiser pour je ne sais quelle raison? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est en termes de typologie d'entreprise, est-ce que ça s'adresse pour l'instant principalement à des grands groupes qui ont des moyens à mettre dedans pour automatiser, ou est-ce que tu vois qu'il y a des PME ou des ETI qui commencent à regarder ce genre de solution également? Alors aujourd'hui, notre plus petit client, il fait une dizaine de millions de chiffres d'affaires. C'est une ETI, c'est une PME dans l'automobile en France.
Notre plus gros client fait plusieurs dizaines de milliards de chiffre d'affaires, donc ça va s'appliquer partout. Et aujourd'hui, sur les cas d'usage qu'on peut adresser, notre solution, le premier produit qu'on a sorti et mis sur le marché, il était plus pertinent pour quand on a des volumes importants de production et sur des inspections assez complexes. On a un positionnement relativement premium sur des cas d'usage complexes. Et aujourd'hui, là, on est en train justement de finaliser l'introduction sur le marché d'un nouveau produit qui nous permet d'adresser aussi des cas d'usage plus simples et où un opérateur peut créer plus facilement son application. Donc on essaye d'avoir une approche assez complète pour le pilotage de l'inspection visuelle, du contrôle qualité pour nos clients, et s'assurer qu'on peut répondre à l'ensemble des cas d'usage sur lesquels ils vont travailler. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas eu vocation à redévelopper, sur lesquelles on va travailler avec des partenaires. Typiquement, dans l'inspection visuelle, il peut y avoir un bloc où on a besoin de reconnaître un numéro de série sur la pièce. Ça, c'est pas quelque chose qu'on a redéveloppé. On va aller travailler avec des partenaires. D'ailleurs, de manière plus générale, pour que notre solution soit pertinente et d'en tirer le maximum de valeur, on a vocation à s'intégrer dans un écosystème le plus possible ouvert et donc permettre à nos clients d'aller interagir avec les solutions qu'ils ont déjà sur le marché ou qu'ils veulent installer après, une fois qu'on est déployé sur la ligne de production. Justement, donc tu parlais du nouveau produit que vous alliez sortir. Quels sont les projets de Scortex pour le futur, là, pour le prochain mois? Donc tu me disais que vous étiez 35 personnes. Ouais. Est-ce que déjà c'est 35 personnes en France? Est-ce que vous êtes déjà à l'export? Est-ce que vous avez des bureaux à l'étranger? Quel est l'avenir de Scortex? Quel est l'avenir de Scortex? On a pas mal de choses qu'on a envie de faire, effectivement. On est en train de finaliser une levée de fonds aujourd'hui pour pouvoir accélérer le go-to-market, puisque on a une belle base client aujourd'hui. La technologie et le produit qui a prouvé ses performances, sa capacité à délivrer un retour sur investissement pertinent. Comme je disais, on introduit ce nouveau produit qui nous permet d'adresser vraiment un large spectre de cas d'usage. Et l'objectif aujourd'hui, c'est pouvoir considérablement accélérer sur le go-to-market et l'aspect commercial. Aujourd'hui, on est présent dans 4 pays en Europe et on va se concentrer sur les 12 prochains mois sur la zone Europe. Puis après, à vouloir suivre nos clients en Amérique du Nord, qui sont les 2 géographies sur lesquelles on focus. On a toujours dans le coin de l'œil l'Asie, mais je pense que ça va arriver un peu plus tard. Mais donc on a pas mal d'ambition d'expansion parce que on travaille avec des clients qui ont aussi des géographies et des outils de production qui sont dans de nombreux pays et vu qu'on a vocation à se positionner comme plateforme qui permettent une gestion globale, on veut pouvoir suivre nos clients à l'international. J'ai une question qui me paraît, quand je réfléchis comme ça, je me dis intuitivement, la solution que vous développez est peut-être moins pertinente dans des pays où la main-d'œuvre n'est pas chère, parce que les entreprises sont prêtes à embaucher des gens pour faire du contrôle manuel, vu que ça revient pas cher, contrairement à des pays en Europe ou en Amérique du Nord où peut-être la main-d'œuvre est plus chère. Est-ce que je me trompe? Parce que ça va être vrai pour certains cas d'usage, sachant que le retour sur investissement nous est vraiment fait sur le coût de la qualité. Il peut y avoir des éléments qui font que autre chose qui vont impacter le coût de la qualité. Ça va être typiquement un défaut qui serait laissé passer. La pénalité pour le défaut est le même que ça soit en Roumanie ou en Allemagne, où justement d'avoir la capacité d'avoir tout son analytics qualité en temps réel est importante pour le pilotage du process et l'utilisation des ressources, et va faire que le coût de la qualité fait que l'automatisation est tout à fait pertinente et s'inscrit dans un programme plus global d'automatisation. Donc il y a aussi pas mal de notions d'excellence opérationnelle derrière qui font que c'est pas seulement l'automatisation, l'opérateur en lui-même et l'opérateur qui vont driver le ROI. Et puis après il y a des problèmes de manœuvre en Europe surtout. Juste les industriels ont du mal à recruter et ont du mal à recruter même des opérateurs assez basiques. Je parlais avec un directeur d'usine en Roumanie qui nous disait que c'était vraiment extrêmement difficile puisque dès qu'il y avait la moindre opportunité dans une autre usine en face, des personnes partaient du jour au lendemain. Et donc c'était même plus une question de savoir s'il allait mettre des personnes ou pas, c'est juste qu'il pouvait pas de recruter d'opérateurs qualité, et donc il avait besoin d'automatiser parce qu'il n'y avait pas les ressources nécessaires. C'est marrant que tu dises ça, parce que j'ai discuté récemment avec un directeur d'usine en Pologne qui me disait la même chose, que les usines entre elles se piquaient des travailleurs et que c'était très compliqué. Exactement. Donc oui, d'un côté, ta solution peut aussi leur permettre de se résoudre ce souci de main-d'œuvre. Oui, exactement. C'est une pierre deux coups. À la fois sur la manœuvre et de l'autre côté sur leur capacité de leur donner de la donnée intéressante et des insights sur leur qualité et leur production. J'ai une autre question qui m'est venue en tête en parlant, Aymeric, sur la technologie, sur l'aspect vision. Est-ce que c'est possible de mixer l'aspect vision, l'aspect, je sais pas, toucher de la pièce ou l'aspect bruit,
te portes devant les pièces, évidemment, si c'est des choses pertinentes à relever en termes de données pour évaluer la qualité d'une pièce. Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous, vu qu'on est encore au début du déploiement de notre produit, on se concentre sur les cas d'usage qui sont le plus pertinents sur là où on est mature. Donc ça va être reproduire ce que fait un opérateur quand il fait l'inspection visuelle. Maintenant, on voit qu'il y a d'autres sources de données qui sont intéressantes et pertinentes à intégrer quand on prend une décision qualité et quand on veut suivre ces qualités. Donc tout l'objectif, d'un point de vue roadmap, techno et produit, c'est effectivement de comprendre comment est-ce qu'on intègre ces autres sources de données production et qualité et qu'on puisse les intégrer dans notre capacité d'analyse pour aller prendre des bonnes décisions à chacune des pièces, à savoir si elle est conforme ou pas. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, l'objectif à long terme, nous, c'est pas seulement de faire du contrôle qualité, mais c'est d'interagir avec les paramètres process. C'est de se dire, si je détecte que toutes mes pièces plastiques peintes ont une contamination, un grain à chaque fois qu'elles sont produites, c'est de pouvoir lever une alerte pour qu'un opérateur vienne voir ce qui se passe, c'est pouvoir lancer, ça comprendre quelle est la corrélation avec un des paramètres machine et pouvoir l'ajuster, et se dire que par le contrôle qualité, la donnée et une intégration forte sur la ligne de production, on va pouvoir interagir directement avec les paramètres machine et améliorer, in fine, la qualité. D'accord, c'est vraiment intéressant comme sujet. J'espère que les gens qui nous ont écoutés en auront appris un peu plus sur la qualité. C'est un sujet qu'on ne voit pas forcément au premier abord quand on achète un produit électroménager, mais qui est très important au final. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment c'est fait dans l'usine. Émeric, on arrive au terme de notre entretien. La dernière question que je pose habituellement, c'est si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'a pas forcément les codes, qui ne sait pas trop forcément comment s'y prendre, quel serait ton conseil, ou s'il y a un piège que selon toi on devrait éviter? Avant tout, c'est quand même une aventure humaine. C'est vraiment le plus important pour moi. Et donc, c'est souvent une expression américaine qui dit hire slow, fire fast. C'est de prendre le temps de comprendre avec les personnes avec qui vous voulez construire une aventure, parce que généralement c'est un mariage qui dure longtemps, donc c'est important de travailler avec des personnes avec qui sont brillantes, mais aussi avec qui on aime passer beaucoup de temps, et c'est tellement enrichissant du coup de pouvoir travailler avec des personnes qu'on a choisies et avec qui on aime construire quelque chose. Je pense que c'est vraiment le point pour moi qui est le plus important. D'accord, non mais c'est toujours intéressant. J'ai noté aussi, tu disais tout à l'heure que tu avais fait des meet-up et que tu avais quand même une démarche proactive aussi pour trouver ces gens-là, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, oui. Je cherchais à rencontrer beaucoup de gens avant de s'engager. Merci beaucoup Émeric d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Je te souhaite plein de bonnes choses et plein de succès pour Scoretex dans les prochains mois. Merci beaucoup Xavier. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi!